Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui tend le micro aux voix de l'imaginaire, autrices, auteurs, scénaristes, dessinatrices, qui créent des univers de fiction. Aujourd'hui, j'accueille Thibaut Latine-Nicolas. Thibaut est auteur de la série de fantasy Chevauche-Brume, et c'est aussi un officier supérieur dans la gendarmerie. Et je me permets d'en parler, car ce petit détail me semble avoir son importance pour comprendre son travail. En lisant ces textes, j'ai été frappé par exemple par la crédibilité des dynamiques des relations dans les groupes militaires. Il est également féru d'histoire et cela se ressent énormément dans ses textes, même s'il écrit essentiellement de la fantasy. Bonjour Thibaut, bienvenue. Bonjour Mickaël, merci pour l'invitation déjà. Bienvenue, et puis je suis ravi de t'avoir et ravi de pouvoir parler avec toi de ton œuvre et de tes créations. Donc, alors, avant de commencer, je parlais de la précision de tes descriptions, et j'avoue que j'ai appris un nombre incroyable de mots en te lisant, allant d'objets militaires anciens à l'architecture moyenâgeuse ou antique. Donc voilà, comment tu fais? Est-ce que tu as un vrai travail de recherche avant d'écrire tes romans, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as appris naturellement en étudiant l'histoire? Alors pour le premier, pour les termes, on va dire pour les termes militaires du premier, tout ce qui est connaissances historiques, c'était des choses que je connaissais déjà parce qu'en fait je suis passionné d'histoire de manière générale, et donc du coup en fait j'avais pas mal de vocabulaire dans le domaine effectivement des équipements, de l'armement, de la stratégie, etc. Parce que depuis tout gamin c'est quelque chose qui me passionne, et parfois j'ai quand même dû faire des recherches, notamment pour le deuxième tome. Dans le deuxième tome, il y a beaucoup un lexique, un champ lexical de la mer et de la navigation à voile. Et en revanche, pour le deuxième tome, j'ai dû faire des recherches quand même parce que je suis pas du tout marin, je suis plus montagnard que océan. Et en fait, j'aime bien chercher du vocabulaire un peu spécifique parce que ça donne une certaine texture au récit. Il y a un petit côté des paysans. Après, c'est une question de dosage. Je trouve que j'en ai peut-être mis un peu trop dans le premier tome. Je me suis calmé sur les suites. Parce que pour le style, il faut que ça reste fluide, il faut pas non plus que ça tourne au concours d'érudition. Mais ouais, dans certains cas, je suis quand même obligé de faire des recherches parce que par exemple pour le deuxième tome, la navigation à voile, c'était pas du tout mon credo, et il a fallu que je trouve certaines expressions ou certains termes techniques pour que ça colle au récit. Ok. Alors, avant d'arriver à l'écriture elle-même, comment tu t'es formé, je crois. Alors j'ai vu que t'es plus dans la science politique, la géopolitique, le droit, les sciences criminelles. C'est ce qui t'a amené dans la gendarmerie. Comment t'en viens après à écrire en fait, à écrire des romans en plus des romans dans l'imaginaire, en fantasy. Quel est le pont entre tout ça? À la base, je suis donc bac éco et sciences. Enfin, j'ai toujours aimé les sciences humaines, et l'humain m'a toujours passionné par rapport à tout le reste. Alors, j'ai effectivement une passion pour l'histoire. J'ai fait du droit à l'origine parce qu'en fait, je voulais passer des concours dans la fonction publique et le droit me paraissait être une belle porte d'entrée. Donc, j'ai fait droit pénal et sciences criminelles au début. Ensuite, je suis parti sur du également à Sciences Po, de la effectivement géopolitique, géostratégie, etc. Et ensuite je suis resté en fait un peu dans cette veine-là. J'ai choisi en fait la gendarmerie après avoir passé les concours parce que je voulais un métier d'action. Et c'est vrai que les gens en fait quand tu leur dis gendarmerie, tout de suite ils se braquent bien souvent parce que pour chaque métier, t'as forcément les idées qui sont les petites idées reçues qui vont avec, ce qui est normal. Tu dis que t'es enseignant, on a une idée reçue, infirmier ou infirmière, t'as une idée reçue, et gendarme, effectivement, ça fait les gens, tu vois, les gendarmes, déjà ils pensent police route, et ils pensent aussi le mec, peut-être droit, mais quand même pas très ouvert d'esprit, quoi. Et c'est assez rigolo parce que c'est pas du tout, en fait, dans le métier que je fais actuellement, je suis plus dans une mission de sécurité publique, mais en fait, je travaille avec des gens en permanence, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ma mission principale, c'est essentiellement de la police, de la gestion de l'ordre public et du secours à personne, quoi. Et quand tu fais du secours à personne, en fait, t'es pas tout seul dans ton coin. Tu travailles avec des associations de victimes, pour que ce soit des femmes, les enfants, parce que les femmes et les enfants, malheureusement, c'est un peu dans notre société, ils ramassent quand même beaucoup. Tu travailles avec des élus, tu travailles avec énormément de gens, d'associations, etc. Et en fait, le côté
c'est d'une chance et également c'est un coût, parce qu'en fait c'est un métier où tu as de la chance de te sentir utile, de faire des trucs utiles. Quand tu sauves la vie de quelqu'un ou quand tu mènes à terme une situation complexe, t'es content. Mais ça a un coût aussi, parce que des fois t'es quand même confronté à des trucs assez glauques. Ça a un poids. Alors heureusement pour moi je suis bien encadré. J'ai une femme merveilleuse, une petite fille super, des amis, des potes en gendarmerie et ailleurs. J'ai aussi cette chance-là qui est très importante, je trouve, c'est que mes potes sont souvent des gens qui sont pas du tout du milieu militaire. Je suis le seul militaire de ma famille. C'est bien aussi d'avoir une ouverture aussi sur ton métier, de la part aussi de gens de l'extérieur qui ne le font pas, qui n'ont pas forcément un rapport à la base très positif à ce métier, parce que bon, bah là, comme je disais tout à l'heure, il y a les petites caisses. Et en fait, ces gens-là t'amènent aussi à réfléchir sur ton métier. Et l'écriture, j'en suis venu là justement parce que c'était aussi pour moi une sorte de soupape en fait, parce que j'étais à l'époque quand j'ai commencé à écrire dans une unité, j'étais en Bretagne. Où il y a beaucoup de boulot, où on fait beaucoup de en fait, mon surnom en Bretagne, mes gars me surnommaient un peu l'encou. Parce qu'en fait, dès que je prenais des permanences, je faisais de la découverte de cadavres. J'étais poissard, vrai chat noir à ce niveau-là. Pas forcément des crimes, hein, mais des fois, simplement, il faut faire péter une porte pour voir, parce que ça fait X temps que la personne n'en a pas de nouvelles. Et ça pesait un peu, au bout d'un moment. T'as des affaires plus ou moins drôles, mais des fois, t'as des trucs très sordides. Et quand t'es obligé de faire ça à longueur de journée, l'écriture est aussi un moyen de sortir complètement de ton univers professionnel et réel, et de t'évader. Alors avant, je m'évade toujours d'ailleurs avec l'art, avec l'écriture, avec la lecture, avec le cinéma. Mais l'écriture a été pour moi aussi un moyen de parler de choses qui me touchaient, la camaraderie, le fait d'affronter des situations auxquelles tu n'es pas préparé, etc. Et de le faire sans parler de mon métier, sans parler de moi, à travers un univers complètement de fiction, mais qui parle quand même de moi. Voilà. Et c'est comme ça que j'en suis venu à l'écriture au début, par goût, par plaisir, comme ça, une sorte de petite thérapie personnelle, à laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir. Et en fait, le virus est venu comme ça, quoi. Une fois que tu as écrit un chapitre, tu dis, je vais en faire un deuxième, puis un troisième, puis tu fais un bouquin, puis tu dis, le bouquin, il a bien marché, j'en ferai bien un deuxième, et ainsi de suite. C'est Churchill qui disait que l'écriture est à la base, je crois, c'est une amante, puis une maîtresse, et enfin un tyran, je crois, parce que après, tu penses plus qu'à ça, et c'est assez vrai. Une fois que t'as pris le goût, tu te lances, quoi. Au micro de ce podcast, on avait reçu Sylvie Poulain, qui était militaire, qui a fait 10 ans de carrière dans l'armée, enfin sur des théâtres d'opération, qui était pilote d'hélicoptère, et qui a commencé aussi. Elle disait qu'elle a commencé aussi, un peu comme une soupape aussi pour s'évader et pour trouver un moyen de penser à autre chose, décompresser. En fait, c'est aussi un moyen d'écrire des choses. Qui te permettent de prendre du recul, donc c'est assez intéressant qu'il y ait une démarche similaire. Ce qui me frappe aussi, c'est que tu as parlé aussi tout de suite du groupe, du travail, de la collaboration, sur le terrain avec un certain nombre de personnes en termes de sécurité aux personnes, et c'est ce qu'on ressent. Je suis en train de lire le premier tome, c'est ce qu'on ressent vraiment dans le premier tome, c'est une dynamique de groupe avec beaucoup de personnages qui sont bien gérés, qui ont leurs caractéristiques, donc c'est très très intéressant que ça transparaisse dans ton texte. C'est vrai que je suis heureux dans le collectif, en fait. J'aime bien avoir des moments pour moi tout seul, tranquille, souffler comme tout le monde, je pense, mais les dynamiques de groupe, je trouve ça fascinant, en bien comme en mal d'ailleurs, hein. Je veux dire, je suis passionné historiquement par les totalitarismes, etc., par les phénomènes de masse, etc., parce que je trouve qu'il y a quelque chose de fascinant dans la façon de voir comment les groupes fonctionnent, en mal, avec quand le peuple devient foule, ou quand tu as effectivement des effets de meute, des effets de groupe. Je trouve ça passionnant de voir comment l'esprit est capable de se transformer, comment la psyché est capable de changer avec l'effet de groupe. Mais il y a aussi cet aspect, heureusement, collectif positif. C'est-à-dire que quand tu es dans un groupe de potes ou avec des amis, etc., tu vas développer des capacités, de l'empathie, tu vas développer une sorte de courage, d'abnégation, ou tout simplement simplement d'empathie envers les gens qui vont te pousser à faire des choses, à te dépasser sans t'en rendre compte. Et c'est ça, effectivement, que je voulais mettre en avant dans le bouquin. Alors dans celui-là, comme je l'expliquais dans quelques interviews, je m'étais inspiré aussi de la littérature de la guerre des tranchées, où tu as souvent, effectivement, c'est ça en fait l'idée de ce groupe de gens, de mecs qui sortent de leur chambre, de leurs ateliers, etc. Et ils savent
sont pas prêts à cette guerre industrielle, et ils trouvent quand même la force d'y aller et la force de tenir parce qu'ils ont des potes, parce qu'ils ont des copains de tranchée, et parce que comme le copain il reste dans la tranchée, ben on va pas se barrer, on va rester avec lui. Et c'est intéressant de voir en fait comme la somme de toutes ces individualités là est supérieure en fait à chaque individu pris un par un. C'est-à-dire qu'en fait deux mecs qui sont parfois des salopards ou que tu vas croiser, que tu n'auras pas envie de croiser au détour d'une ruelle parce qu'ils ont une approche ou une façon de se comporter que tu jugeras négative, ben, dans un groupe ils peuvent trouver leur place, ils peuvent trouver une façon d'interagir, une façon d'être entre guillemets utile qui leur donnera de la valeur. Et je crois vraiment à la valeur du groupe et au fait que les plus belles choses se font quand elles sont partagées, quoi. Et c'est effectivement ce qui ressort un peu dans le bouquin. Ce que beaucoup de gens m'ont dit, c'est qu'ils aimaient le travail que je faisais sur mes personnages, parce qu'en fait j'articule toujours mes récits autour des personnages. Pour moi c'est le cœur du récit, c'est le personnage, et ce qu'il y a autour après prend de la valeur, prend de l'importance si les personnages sont bien détaillés, sont bien définis à la base. Ok. Alors on a taqué directement dans le vif du sujet sur donc la série Chevauche Brume. Donc tu as écrit d'abord un premier tome. Est-ce que tu avais déjà prévu de faire une série quand tu t'es lancé, ou quand tu l'as soumis à un éditeur? Alors non, je sais que c'est une critique que certains gens ont fait. On dit Thibault Latil nous dit qu'à la base c'était pas prévu une série, mais en fait il y a très probablement une série qui était prévue à la base, dans la mesure où en fait on se rend compte que c'est très réfléchi tout ça. Alors la réponse est non. À la base j'avais pas du tout prévu de faire une série, j'avais prévu de faire un tome unique pour une raison très simple, c'est que je ne savais pas si j'allais être édité, je ne savais pas si j'allais réussir à finir ce livre, et je ne savais pas si il aurait du succès, quoi. Donc en fait, je me suis aussi beaucoup basé sur les conseils qu'on voit dans pas mal de blogs sur ne faites pas des livres trop longs, ne proposez pas une trilogie tout de suite à un éditeur si vous n'êtes pas connu, contentez-vous des 500 000 caractères, etc. C'est pour ça que Chevauche Brume, en fait, à la base, j'ai fait une fin ouverte au cas où, parce que je suis un petit malin, et je me suis dit, bon, on sait jamais si ça marche, ce serait con de se baguer. En fait, j'ai fait une fin ouverte, mais qui pourrait s'arrêter là. Et en fait, comme il a bien marché, j'ai proposé à mon éditeur, Amnemos, je dis ouais, je veux bien faire derrière, est-ce que ça vous intéresse? Je dis oui, il faut voir ce que tu proposes, mais ça nous intéresse dans l'absolu. Après ils m'ont mis le haut là, ils m'ont dit attention, on m'a dit que Chevauche Brume c'était un tome unique, si on dit ensuite au lecteur que t'as 10 tomes derrière pour avoir la fin, ça va pas bien se passer, quoi. Les gens ils apprécieront pas, quoi. Donc j'aurais dit ouais, il faudrait faire une trilogie derrière, et à la fin j'ai retravaillé ma structure, j'ai dit bon en fait je vais faire un diptyque un peu à l'image de Matrix ou du premier Star Wars. Le premier Matrix ou le premier Star Wars, tu peux t'arrêter là, il y a une fin en fait en soi, et le 2 et le 3 en fait derrière développent l'univers et en fait donnent beaucoup plus de corps en fait à l'ensemble. Et c'est un peu le modèle que j'ai voulu prendre, en fait, partir du premier et faire ensuite un diptyque qui vient l'étoffer, et à partir du deuxième seulement j'avais une trilogie en tête. Le premier c'était vraiment parti sur un tome unique. Ok. Est-ce que tu peux nous pitcher ce Chevauche Brume, puisque je pense que tout le monde tous ceux qui vont nous écouter ne connaissent pas. Comment tu le présentes? Sur le fond, en fait, ça va être, on va dire, en termes de thème, ça va être, on va dire, une approche assez, on va dire, une fantaisie assez classique en apparence, même très classique. C'est-à-dire, en fait, on est dans une renaissance un peu fantasmée, donc on a une approche, il faut imaginer, en fait, le royaume de François Ier ou de Charles Quint, avec, en fait, un phénomène magique, mais qui est très résiduel. C'est-à-dire qu'au nord du royaume, on a une brume noire qui existe depuis des années, enfin, des générations, elle a toujours été là, c'est comme une montagne. Les gens s'y sont habitués, ça les intéresse pas plus que ça, ils savent pas ce qu'il y a derrière, ils savent pas ce que c'est, donc ils s'en tiennent relativement éloignés, mais bon, on fait avec, quoi. C'est comme ça. Et depuis quelques temps, la brume commence à enfler, il y a des enflées comme un ressac, et il y a des bestioles qui en sortent, qui vont jamais bien loin pour l'instant, qui ravagent le nord du royaume avant de s'effondrer. Et on est dans un royaume en fait qui est en déliquescence, déliquescence pas encore, disons qu'il est en faiblesse. C'est-à-dire qu'en fait il y a un régent avec un roi qui a perdu ses 2 parents et qui a seulement 8 ans, donc des récoltes un peu pourries, des voisins, certains qui sont des alliés, d'autres des peuplades barbares qui font des raids assez réguliers sur les terres. Donc en fait c'est un royaume qui est fragile. Malgré son âge, c'est un royaume fragile. Et surtout c'est un royaume qui n'est pas du tout préparé à affronter un événement magique. C'est-à-dire que contrairement à certaines fantaisies où il y a des mages et des gens qui savent ce qu'ils font, ici, ouais, c'est un peu comme, voilà, il y a une marée qui débarque, une marée noire, et il faut faire avec, quoi. Et c'est pour ça que le roi,
envoie une légion, une des compagnies de ces légions qui traînait dans le Nord, qui devait hiverner dans le Nord. Il l'envoie voir ce qui se passe, en fait, inspecter, faire une reconnaissance poussée du secteur. Et en fait, on va suivre cette légion qui va devoir en fait faire corps face à, qui n'est pas du tout formé à affronter le surnaturel, et qui va devoir en fait faire face avec les moyens qu'elle a, notamment sa matière humaine, c'est-à-dire en fait ces mecs-là qui sont pas des enfants de cœur, c'est des enfants de troupe, et qui vont devoir en fait affronter ce phénomène-là. Et en fait, ce qui m'a intéressé, ce que je voulais faire là-dedans, c'était de travailler les personnages, donner effectivement, mettre en avant ce côté camaraderie et esprit collectif, et faire un récit immersif qui donne envie aux gens de se plonger dans l'univers, de suivre et de s'attacher aux personnages. C'est vraiment ce que je voulais, c'était faire un récit immersif et dans lequel on a vraiment une empathie profonde pour les personnages. Et ouais, ce qui me frappe quand tu le décris, c'est effectivement la manière, le côté non préparé de ces troupes qui vont affronter quelque chose qu'elles ne connaissent pas encore, et elles ne savent pas à quoi s'attendre. Et c'est quelque chose que je ressens aussi, tu vois, aujourd'hui, on parlait de sécurité tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui est quand on intervient quelque part, on sait pas souvent ce sur quoi on va tomber. Et je crois que t'as bien retranscrit cette petite angoisse qui peut peser sur des personnes qui travaillent comme ça sur le terrain. Donc je trouve que c'est une belle métaphore, une belle manière de le faire ressentir. Merci. Après, on voit que ces mecs-là aussi, ils surcompensent avec un côté bravage, grande gueule, etc. Mais souvent, ils sont pas très fiéros, quoi. Quand ils sont face à des situations, il y en a 2-3. Je m'amuse à écorner un peu les images notamment de la fantaisie un peu viriliste, rigolote, hein. Par exemple, Kanya, qui est un peu une parodie de Conan, quoi. Kanya, qui est un personnage grand, costaud, un peu bas de plafond, mais gentil. Et j'aime bien le tourner un peu ridicule dans 2-3 scènes, quoi. J'en dis pas trop, je sais pas où tu en es, je vais pas trop. Mais voilà, j'aime bien en fait travailler sur ce côté, effectivement. En fait, tous ceux qui ont une approche individualiste dans le roman se plantent, entre guillemets, et tous ceux qui font l'effort de chercher de l'aide ou de la ressource en se tournant vers l'extérieur et vers les autres, en allant vers l'autre, engagent une démarche qui est positive d'une manière ou d'une autre. Moi, j'y crois, et c'est quelque chose qui transparaît pas mal dans mes romans. Il y a ce qui transparaît aussi, c'est l'attention de Saléon à ses troupes et à sa capacité à voir que il y a une faiblesse qui peut naître de certaines personnes, et qui travaillent pour les compenser, en fait, compenser les faiblesses individuelles, donc créer un collectif, quoi. Ouais, il connaît très bien ces gars, mais Saléon, c'est également un type qui a une petite blessure, une petite flétrissure d'orgueil en lui, qui fait que c'est pas un chef de guerre bourrin et flamboyant. C'est un mec qui connaît ses troupes, qui connaît ses gars, qui sait quoi en exiger, qui sait ce qu'il ne peut pas exiger, mais qui à côté de ça aussi est un certain complexe d'infériorité, parce qu'en fait c'est un mec issu du rang, c'est pas un noble, etc. Lui, son rêve, c'était de commander une compagnie, et en fait le jour où il se retrouve à la tête de sa compagnie, il est un peu par défaut, parce qu'il y a personne d'autre, en fait. Donc c'est pas tant un mérite qu'on lui remet avec les lauriers, et ça l'emmerde un peu, en fait. Il s'en veut, parce qu'il se dit il se passe des trucs plus importants, etc. Mais ça le travaille, et en même temps il se rend compte que en fait la place elle est pas si fun que ça, quoi. Et commander, en fait, en gros, il a passé sa vie de jeune soldat à vouloir grimper les échelons, et une fois qu'il est en haut et qu'il a sa compagnie, il se rend compte qu'il est un peu dans la merde, quoi. Et il a un peu le sentiment qu'on lui a donné juste le temps qu'elle aille se faire dépioter dans le Nord, et ça le travaille, quoi. Et effectivement, tu parles d'immersion aussi également. Ça vient, c'est le cas parce que effectivement, on suit les personnes qui sont sur le terrain, quoi. Donc c'est une fantaisie qui est un peu efficace, directe, et qui est avec les troupes, quoi. Donc c'est ça qui prend aux tripes. Il y a un truc auquel je suis très sensible, c'est la mise en scène. Notamment, ce que je voulais, c'est qu'il y a une différence fondamentale qui soit faite entre la façon dont le lecteur se visualise les scènes avec la troupe et les scènes avec le reste. Par exemple, première scène, j'utilise dans le premier tome seulement, parce qu'il y a une raison, mais je vais pas trop l'évoquer parce que tu l'as pas fini, hein, le premier.
Bref, donc le premier tome, en fait, Saléon parle parle à la première personne. Il y a une raison pour ça. La première, la deuxième, je pourrais l'expliquer plus tard quand tu l'auras fini. Mais la première raison, c'est que le premier chapitre est à la première personne, c'est Saléon qui parle, et donc mécaniquement, le lecteur se représente la première scène de bataille qu'il y a dans le bouquin à la première personne. Il voit le bras de Saléon, il voit le bras qui tient le bouclier, il voit la lance, etc. Donc il est vraiment au ras du sol, il a une vision au ras du sol, du troupier qui a un peu le troufion, qui a les deux pieds dans la boue, quoi. Et tout de suite après, tu passes au chapitre suivant qui va aller chercher du côté d'Antinia, donc la capitale, avec les puissants, avec les gens qui dirigent. Et là, tu es du point de vue d'un oiseau. L'entrée au niveau c'est un oiseau qui survole et ça décrit le paysage du point de vue d'un oiseau qui vole. Et du coup, tu as une vision un peu cartographique, un peu vue d'en haut, qui est un peu la vision des dirigeants, un peu déconnectés du terrain, qui même malgré tous leurs efforts ne sont pas au contact frontal du danger. Et en fait, il y a un travail fait sur ce que je voulais, c'est que le lecteur ait vraiment une vision au ras du sol, vraiment fasse partie de la troupe. Et que inconsciemment ou pas, il se détache un peu de la vision de cours qui est assez lointaine et qui reste très impliqué dans la vision aux premières personnes, on va dire, de la compagnie. Ben, c'est très réussi, ça a bien marché. J'ai adoré la scène effectivement avec l'oiseau qui vient apporter les nouvelles, donc très bien fonctionné. Merci. Alors tu as publié Chevauche Brume en 2019. Tu as publié le tome 2, Les Flots Sombres, en 2020, le tome 3, L'Appel des Grands Corps, en 2021. Ça fait un tome par an, ça me semble énorme. Comment tu fais pour arriver à produire aussi vite quel est ton secret? Alors le premier tome, je l'ai écrit assez vite. Le premier tome, je l'ai écrit en 9 mois à peu près. Et en fait, à partir du moment où il est sorti en février 2019, mais en fait, il a été accepté par Nemos en juillet 2018. Donc à partir du moment où il a été accepté, j'ai commencé à me projeter un peu sur les suites. Mais dans l'esprit comme ça. Et à partir du moment où il est sorti en février et qu'il a commencé à avoir de très bons retours, etc., je me suis dit, j'ai envie, je vais travailler sur une suite. Et j'ai commencé les Flots Sombres, je commence à travailler sur les Flots Sombres dans la foulée, donc en février. Le Flots Sombres m'a demandé beaucoup de travail parce qu'en fait les Flots Sombres, j'ai beaucoup appris en termes de structure grâce à Neos qui m'a beaucoup fait bosser la structure du tome 2. Mais en fait, j'avais en fait une chance à l'époque. C'est que j'étais dans un poste où je travaillais pas la nuit. Aujourd'hui, je suis dans un poste où je travaille la nuit, etc. J'ai des permanences d'une semaine. Donc, ce qui fait que quand tu es de permanence, tu n'as pas le temps d'écrire parce que là, le poste précédent, je travaillais que la journée. Donc, le soir, je pouvais écrire tranquillement. Et surtout, à l'époque, j'avais pas de fille. Maintenant, j'ai une fille, donc ça prend aussi un peu de temps. Mais en fait, j'ai le premier tome, je l'ai écrit en 9 mois, le deuxième en beaucoup plus de temps parce qu'il a fallu travailler la structure et préparer les arcs narratifs du 3. En fait, il fallait que le 2 fasse bien le lien entre le 1 et le 3 et que ça colle et que ce soit fluide. Et le 3, en revanche, je l'ai écrit très vite, alors que c'est le plus gros des 3. Mais parce que j'étais sur la fin, tout était mis en place, il n'y avait plus qu'à dérouler, à travailler seulement la mise en scène et plus à s'emmerder à travailler la structure, parce que la structure était déjà faite en fait, grâce aux 2. Et le 3, je l'ai écrit paradoxalement assez vite, alors que c'est le plus gros parce que c'était le plus facile à écrire et c'est celui avec lequel je me suis entre guillemets le plus amusé parce que j'avais de la matière. Ok. Oui, alors pour ce roman, pour cette série, quelles ont été tes influences en termes de littérature, fantasy, fantastique, etc. Alors en termes de littérature, des influences, il y en a quand même pas mal. Littérature, il y a effectivement celle dont je parlais au début, c'était la littérature des tranchées, Giono, d'Orgelès, etc. En fantasy, paradoxalement, pas tant que ça, même s'il y en a quand même une référence qui m'a donné envie d'écrire de la fantasy de cette façon-là, c'est Jaworski, avec Genevera surtout. Alors tout le monde parle de gagner la guerre, mais moi j'adore Genevera parce que je trouve que c'est de la poésie en prose et ça a été une claque ce livre. En littérature, il y a aussi, quand on va chercher du côté des Flots Sombres, déjà un clin d'œil dès le début appuyé au Vieil Homme et la mer. Et puis il y a Jules Verne qui vient forcément pour tout ce qui est le côté un peu roman d'aventure. Il y a également pour Herman Melville avec Moby Dick. Avec des petits clins d'œil, etc. Et après, forcément, quand on est en termes de littérature, dès qu'on parle d'imaginaire, il y a toujours des
Des influences, on va dire des influences entre guillemets à ne pas suivre, parce qu'en fait elles sont trop lourdes. Quand on pense à par exemple Tolkien, qui est un peu le Tolkien Howard, il y a parfois des moments que j'ai réécrits parce que je ne voulais pas que ça fasse un peu clin d'œil trop appuyé à ces maîtres-là, parce que Bilbo le Hobbit ou le Seigneur des Anneaux, quand t'es gamin, forcément tu les lis et ça a été mes portes d'entrée dans l'univers de la fantasy. Donc non, vraiment, on va dire que pour le premier, l'influence c'est la littérature de tranchée et Johnny Vera. Le deuxième, c'est les romans d'aventure, donc Jules Verne et Herman Melville. Et pour le troisième, plus de la littérature, enfin des romans historiques. Par exemple, je vais plus aller chercher du côté de Fortune de France, de Robert Merle ou ce genre de choses. Un style un peu différent, pas forcément fantasy, mais plus histoire. Ça m'évoque aussi, alors pas forcément dans la littérature, mais plus l'aspect film, la retranscription, l'adaptation en film de Starship Trooper aussi, qui a dans des scènes, certaines scènes de bataille contre des entités un peu monstrueuses, ont un côté, voilà, un peu, comment dire, de vagues qui submergent de ce film en fait. Alors le cinéma est une grande influence en fait, notamment dans le côté mise en scène. En fait, comme on me dit souvent que j'ai un style très visuel, et c'est vrai que le cinéma, alors par exemple la première scène de bataille, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça fait penser à la première scène de Gladiator. Et c'est vrai qu'il y a ce côté un peu effectivement recherche de la mise en scène, recherche de l'effet de choc, de l'image, du petit détail qui va attirer l'attention. Alors forcément, des scènes de films, il y en a un paquet, mais c'est vrai que le cinéma, alors effectivement, j'avais pas pensé à Starship Troopers, mais il y a ce côté effectivement seul contre tous. Mais voilà, c'est vrai que des scènes de combat, des scènes de bataille, quand on pense à des charges de cavalerie, forcément, je vais penser systématiquement à Braveheart, je vais penser au Rohirrim dans l'adaptation de Peter Jackson. Il y a énormément de références, y compris dans des vieux films. J'aime beaucoup aussi les vieux films de guerre, etc., qui font que tu vas forcément chercher des références de manière consciente ou non d'ailleurs, dans des œuvres visuelles, etc. Mais après, le cinéma actuellement est une vraie source d'inspiration, parfois aussi dans sa dimension poétique. Si tu prends des films comme les films de Terrence Malick, c'est des films qui vont en fait énormément t'inspirer, même si c'est pas des films d'action bien sûr, mais c'est des films en fait qui au niveau dans leur capacité à mettre en scène des images et à évoquer des choses simples à travers des images, le cinéma est un art qui influence énormément. Est-ce que tu es aussi influencé par le jeu vidéo ou le jeu de rôle? Parce que c'est aussi, quand on a joué un peu à Diablo, on peut aussi avoir quelques images qui reviennent en lisant un peu Chevauche-Brume. Donc voilà, mais le jeu de rôle aussi peut être aussi une source d'inspiration fertile. Donc je sais pas si c'est des choses que tu connais, enfin que t'as pratiqué, utilisé. Alors je ne suis pas rôliste. Parce que j'aime pas ça, c'est juste qu'en fait j'ai pas de gens autour de moi qui pratiquent et je crois que wargame un peu parce que j'ai des copains qui jouaient de temps en temps à des wargames, mais rôliste non. Par contre jeux vidéo oui, parce que j'ai grandi aussi avec ça. Je crois que l'influence du jeu vidéo elle se fait sentir, notamment j'aime beaucoup alors pas trop dans Chevauche-Brume parce que j'ai peut-être des références qui vont peut-être pas forcément coller avec cet univers-là, mais il y a des jeux vidéo au niveau qui m'ont marqué. Zelda Ocarina of Time quand j'étais gamin, forcément ça c'était une claque. La saga des Dead Space, il y a pas mal les Age of Empires, il y a plein de jeux vidéo en fait qui me viennent à l'esprit. Et c'est vrai que le côté jeu vidéo, notamment le côté un peu fluide, scène d'action fluide, peut-être que ça a aidé récemment dans les derniers auxquels j'ai joué, dont j'ai beaucoup apprécié l'écriture ou la façon dont c'était mis en scène. Il y a par exemple, j'aime beaucoup les From Software, tous les jeux From Software, et le dernier God of War. Je trouve que le dernier God of War était extrêmement réussi au niveau de son écriture et arrivait à faire passer beaucoup de choses avec un pitch qui à la base était hyper basique, et en fait il y a beaucoup de choses dans le travail justement des personnages qui font que le jeu est réussi. Donc oui, ça reste une influence, et contrairement à pas mal de gens, moi je pars du principe que le jeu vidéo, certains jeux vidéo relèvent de l'art dans la façon, avec des codes propres. Par exemple le level design, c'est un niveau d'exigence qui n'existe que dans le jeu vidéo, mais ça peut faire de certains jeux vidéo des œuvres d'art, notamment les jeux de From Software, et ça reste une influence de la façon dont un monde est conçu, dont un monde est construit. Le jeu vidéo peut effectivement être
une source d'inspiration très efficace. Donc là, je crois comprendre que ta trilogie est terminée, la série Chevauche Brume est finie. Est-ce que tu as des projets pour la suite? Alors, j'avais une question d'abord sur tu as écrit Retour à Altamira dans une anthologie sur PJ Héros, les naufragés de l'espace. C'est de la science-fiction, donc est-ce que tu as envie est-ce que c'est un test, un essai dans un autre genre, ou est-ce que voilà, c'est juste tu avais une opportunité d'écrire de la science-fiction et tu l'as saisi? Comment tu as vécu ce travail dans l'anthologie? Alors, en fait, j'ai commencé, pour être honnête, par de la science-fiction, parce qu'en fait, avant de publier Chevauche Brume, je me suis essayé un roman de science-fiction, bon, qui était pas bon, hein, ça allait pas. Il y avait les personnages, j'étais des personnages fonction, justement, il y avait puis l'écriture était pas encore au point, ça allait pas. Donc finalement, ça a rien donné. Mais oui, en fait, maintenant que le Chevauche Brume est terminé, j'hésite à me lancer dans un roman de science-fiction, parce qu'en fait c'est un genre qui me plaît également. Je découvre ça en même temps que la fantasy. D'ailleurs, c'est pour ça que moi je dis que je suis auteur d'imaginaire et pas spécifiquement de fantasy, même si bon, j'adore la fantasy forcément. Mais travailler demain sur la SF, ça me dirait bien. Et pour revenir sur la nouvelle que j'ai fait dans l'anthologie de Critique, c'est Critique qui m'a très gentiment proposé de travailler avec eux sur cette anthologie. J'en étais ravi. Je me suis beaucoup amusé à décrire un univers, effectivement, selon le cahier des charges, entre guillemets, il fallait que ça fasse penser à l'œuvre de Héros, donc il y avait des règles, mais le fait de travailler sur un matériau différent, avec une approche différente et surtout des codes différents que sont ceux de la science-fiction par rapport à ceux de la fantasy, c'était une super expérience, et j'ai bien envie de recommencer, oui, très clairement. Ok, c'est super intéressant. Du coup là, t'as été sollicité. J'allais te poser la question, est-ce que tu participes à beaucoup d'appels à texte, mais j'ai l'impression que non. Là, t'as plutôt, on t'a demandé de participer à l'anthologie. Alors en ce qui concerne Critique, oui, ils m'ont demandé directement. Après, j'ai participé à 2 autres anthologies. Il y a celle des Imaginables de cette année, Frontières. À laquelle j'ai participé, qui est une nouvelle de fantasy que j'ai faite dedans. Et il y a une autre nouvelle, une uchronie cette fois, qui a été faite là cette année également. C'était sous la direction de Stéphanie Nico, publiée chez Mnemos. Il y avait une anthologie de nouvelles uchroniques sur Napoléon Ier. Sur Napoléon Ier, sur des chemins différents qu'aurait pu prendre Napoléon si l'histoire avait été un peu différente. Et j'ai fait également une uchronie dans cet univers-là. Ok, on l'a évoqué avec Fabien Cerruti, je crois, donc il a dû écrire aussi dans cette anthologie, c'était Et si Napoléon, je crois. Ouais. C'est ça, Et si Napoléon. Et Fabien a également fait une nouvelle dans cette anthologie-là. Je dois dire qu'il a fait la nouvelle la plus longue du recueil, ce qui ne m'étonne pas de lui. Bon écoute, c'est très bien. Donc t'as un travail, la nouvelle fait aussi partie de ta palette de compétences littéraires. J'essaye, parce que c'est vrai qu'écrire une nouvelle c'est difficile. Paradoxalement, c'est parfois plus difficile d'écrire une nouvelle que d'écrire un roman. C'est une nouvelle, il faut lui trouver un rythme propre, il faut qu'elle ait un sens rapidement, il faut qu'elle soit suffisamment simple mais pas simpliste. Et du coup, c'est parfois difficile d'écrire une nouvelle même de 20-25 pages qui tienne la route, par rapport à un roman qui va être 10 fois plus long, mais qui va être dans lequel on aura plus le temps de développer des sujets, d'aborder des thématiques. La nouvelle, c'est un exercice difficile. Mais écoute, je crois qu'on a fait un peu le tour. Donc pour la suite, pour l'instant, voilà, je vois que tu explores, tu te tâtes pour explorer d'autres possibilités. J'ai toujours envie d'écrire, ça c'est sûr, mais j'hésite un peu parfois sur les styles. En fait, là, j'en suis encore à la phase où je jette des idées sur le papier, mais je suis pas encore à une phase d'écriture à proprement parler. Ok. Écoute Thibaut, je crois que voilà, merci beaucoup pour ton temps, c'était passionnant, et puis merci d'avoir aussi tu nous as permis de rentrer un peu dans la manière dont tu as construit le début de Chevauche Brume, donc c'était assez passionnant de t'entendre en parler. Donc et puis merci pour ton temps. Donc voilà, on va conclure là-dessus. Au plaisir donc de remettre ça pour ton prochain roman, ta prochaine série, peut-être dans un genre complètement différent. Peut-être dans un genre complètement différent, mais en tout cas merci pour l'invitation, ça a été un plaisir, et puis oui, effectivement, à bientôt, alors soit sur ce podcast, soit dans un petit salon, ça pourrait être sympa. Et avec grand plaisir. Merci beaucoup et à très bientôt. Grand plaisir également. Merci. Au revoir. Au revoir.